Donc, section 4.2.2, on parle ici du calcul de l'interprétation du coefficient de corrélation linéaire. Dans la dernière vidéo qu'on a vue ensemble, on parlait d'un nuage de points. Ce nuage de points-là, on s'est rendu compte qu'il est assez imprécis. C'est une méthode qui nous permettait d'aller voir si, grosso modo, nos points tournaient autour d'une espèce de droite imaginaire, mais bon. On a vu dans notre dernier graphique, c'est pas toujours évident, c'est pas si facile que ça à les déterminer visuellement. Donc, on aimerait se trouver une méthode pour pouvoir solutionner le problème, un outil mathématique pour faire ça. C'est exactement ce qu'on fait ici. On va chercher une mesure mathématique qui est plus précise. Dans la dernière vidéo, le nuage de points semblait s'approcher d'une genre de droite, donc la corrélation linéaire, ça va être une droite. Nous, ce qu'on a comme but dans cette vidéo-ci, c'est de construire une droite qui va respecter la corrélation linéaire. Donc, pour faire ça, on va construire un modèle de la forme y égale a plus bx, où notre y, c'est notre variable dépendante, notre x, la variable indépendante, le a, l'ordonnée à l'origine, et le b, la pente de notre droite. Vous avez déjà vu ce genre de droite-là, de toute façon, si vous avez déjà fait des mathématiques, c'est le modèle linéaire, la droite affine, et là, nous, on va l'appliquer en statistique. Pour faire ça, il va falloir qu'on ait déterminé tout d'abord la corrélation, la force de notre corrélation, et on va faire ça à partir de ce qu'on appelle le coefficient de corrélation R. Donc, on va voir dans un instant comment calculer ça, et ça, je vous préviens, c'est pas super facile, c'est pas super beau comme calcul. Donc, coefficient de corrélation R, ce coefficient-là, à quoi ça sert? Ben, c'est une mesure qui nous permet de déterminer la force et la direction d'une relation linéaire entre deux variables. Donc, on va déjà être capable de déterminer si notre corrélation linéaire elle est forte ou non. On va être capable de dire si elle est positive ou négative aussi, parce que le signe de R va nous indiquer exactement ce que nous cherchons dans la corrélation linéaire. Ce coefficient-là, on le note petit r ou grand R, là, ça dépend du manuel que vous utilisez. Nous, on va utiliser petit r dans ce cas-ci. Et si on se donne les variables habituelles n, x, y, sx et sy, on va avoir pour les coordonnées x, y, le coefficient r suivant. Donc, on va prendre la donnée en x, la donnée en y, on les multiplie ensemble, on fait ça pour chacune de nos données et on les additionne. Et à ça, on va soustraire le total de nos couples de données fois la moyenne des x fois la moyenne des y, divisé par n-1 fois l'écart type des x fois l'écart type des y. Ce calcul-là, vous pouvez l'appeler la passe du cochon qui tousse, vous pouvez l'appeler la grosse Bertha, vous pouvez l'appeler la formule la plus laide que j'ai vue de ma vie. C'est super long, c'est super désagréable, puis ça prend beaucoup d'étapes. On a deux moyennes, deux écarts types à calculer, plus une sommation, puis ensuite de ça, on peut faire notre calcul. Heureusement, il existe des méthodes pour faire ça plus rapidement, mais nous, on va quand même regarder au début comment est-ce qu'on peut utiliser cette formule-là au complet. Avant ça, on va interpréter notre coefficient. Donc, comme dans les autres mesures statistiques, il va falloir qu'on donne des mots-clés comme relation linéaire, parce qu'on parle de corrélation linéaire. Donc, on veut parler de relation linéaire également. On va parler de la population. La population, c'est pas toujours très facile à trouver lorsqu'on parle de série chronologique. C'est pas nécessairement obligé de l'indiquer non plus si, ça vient scraper notre interprétation. On va avoir justement une interprétation où la population est moins nécessaire tantôt dans un exemple. Ensuite de ça, on indique les variables indépendantes et dépendantes. On indique le sens de la tendance, donc est-ce que c'est positif ou négatif. Et on indique la force du lien. Donc, est-ce que c'est une force, est-ce que c'est un lien qui est fort, qui est moyen, qui est faible, qui est absolument parfait? On va voir comment aller déterminer cette force-là dans un instant. Pour l'instant, on regarde l'exemple que ça pourrait nous donner. On aurait la relation linéaire unissant la variable dépendante et la variable indépendante est de force du lien est positive ou négative dans la population. Donc, on va suivre là, cette formule-là pour l'interprétation dans ce cas-ci. On parle ensemble, avant de faire un exemple, des propriétés de notre coefficient R, parce qu'on a parlé jusqu'à maintenant de force du lien, on a parlé de sens du lien aussi. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut aller chercher ça à partir de notre coefficient R. Pour commencer, on va se donner comme propriété que notre coefficient de corrélation linéaire va toujours être entre moins 1 et 1. On ne peut pas aller en bas de moins 1, on ne peut pas aller au-dessus de 1. C'est comme ça qu'a été construit notre coefficient de corrélation. Ensuite de ça, si notre R est positif, on a une corrélation linéaire positive. Si notre R est négatif, on a plutôt une corrélation négative.
Ça va dans le même sens, donc c'est très facile. Ensuite, si on prend la valeur absolue de R et que cette valeur absolue-là s'approche de 1, alors la corrélation linéaire est forte. Plus on s'approche de 1 en valeur absolue, plus notre corrélation, elle, est forte. Si on prend la valeur absolue de R et qu'on s'approche de 0 cette fois-ci, ben on parle plutôt d'une corrélation linéaire qui est faible, voire même absente. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'existe aucun lien entre les deux variables. Ça veut juste dire que ce lien-là, il n'est pas linéaire assurément. Ça pourrait être un lien quadratique, ça pourrait être un lien exponentiel, ça pourrait être toutes sortes d'autres liens de corrélation, mais c'est pas linéaire, ça c'est assuré. Maintenant, on a dit qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'approche de 1, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on s'approche de 0, mais qu'est-ce qui se passe entre les deux? Ben, on vous a sorti un petit graphique, là, une méthode pour aller chercher à quoi ça ressemble, puis quelle est la force à peu près de votre lien, parce que réellement, il n'y a pas absolument là, une méthode pour aller chercher la force du lien de corrélation linéaire. On y va dans le à peu près pas mal tout le temps. Donc, vous avez notamment à 0 pour le coefficient de corrélation, une corrélation linéaire qui est absente. Plus on s'approche de 1 ou plus on s'approche de moins 1, plus on retrouve une droite parfaite. Et à ce moment-là, si on est à exactement 1 ou à exactement moins 1, on a une corrélation parfaite, justement. Si on est entre les deux, donc par exemple un coefficient R de plus 0,5, on est à un nuage qui semble se rapprocher d'une droite sans nécessairement être très distinct sur la droite. On a donc une corrélation qui est moyenne, médium. Dans l'autre sens, on a ici à moins 0,7. Encore une fois, ça ressemble de plus en plus à une droite, mais ce n'est pas tout à fait la droite. Dans ce cas-ci, on a encore une corrélation qui est moyenne. Si on a un R qui est négatif, on est dans le négatif. Si on a un R qui est positif, on est dans la corrélation positive, tout simplement. Ceci étant dit, on regarde un exemple ensemble, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut interpréter de notre coefficient R. Donc, dans ce cas-ci, on cherche à évaluer la force de la tendance linéaire de la masse salariale du Toronto FC selon l'année. C'est ce qu'on a fait dans la dernière vidéo avec notre nuage de points, donc on essaie de faire une méthode un petit peu plus précise et objective cette fois-ci. Donc, on va sortir les données parce que là, on n'aura pas le choix, on a des calculs à faire, on va avoir besoin de ces données-là. On cherche la force de la tendance linéaire, donc on va aller chercher le coefficient R, et cette formule-là ici, ben, on va devoir la décortiquer, notamment parce qu'on ne connaît pas la somme ici, on ne connaît pas les moyennes, puis on ne connaît pas les écarts types. Donc, ce qu'on va faire, c'est décortiquer ça, on va aller chercher chaque partie de notre calcul. Dans ce cas-ci, X, la variable indépendante, c'est le temps. Donc, les X, ce sont les années. Et les Y, la variable dépendante, ce sont les masses salariales du Toronto FC selon l'année. Donc, 2012 x 8, c'est la première valeur de X et la première valeur de Y. 2013 x 5, 2014 x 17, etc. jusqu'à 2019 x 21. Cette sommation-là, ben, ces multiplications-là, je les additionne ensemble, ça me donne 284 288, donc première valeur que je vais garder pour mon calcul. Ensuite de ça, n égale 8. Pourquoi n égale 8? Ben ici, j'ai 8 couples de données, donc 2012 avec 8, 2013 avec 5, 2014 avec 17, etc., jusqu'à 2019 avec 21. Donc, j'ai un 8 pour le n. X bar, c'est la moyenne des années, donc moyenne de 2012 jusqu'à 2019, ça me donne 2015,5. La moyenne des Y, c'est la moyenne des masses salariales à chaque année, donc 17,625 millions de dollars. SX, c'est l'écart type de nos années, donc ici on a un écart type de 2,45 ans. Et SY, c'est l'écart type de la masse salariale, donc 7,35 millions de dollars pour l'écart type de Y. Avec ces valeurs-là, une fois que j'ai tout calculé ça, je peux remplacer ça dans ma formule de mon coefficient R, et ici, en pitonnant ça dans votre calculatrice, vous devriez obtenir 0,8136. Et là, remarquez que j'ai gardé 4 chiffres après la virgule. Est-ce que c'est important 4 chiffres après la virgule? Oui. Comme on parle du coefficient de corrélation, 4 chiffres après la virgule, c'est très important dans le calcul, donc on va garder 4 chiffres après la virgule de notre coefficient de corrélation. Vous allez voir surtout que lorsqu'on fait de la prédiction statistique, ne pas garder autant de chiffres après la virgule, ça risque de vous faire perdre beaucoup d'informations. Donc, notre coefficient de corrélation égale à 0,8136. Ça veut dire maintenant qu'on est prêt à faire notre interprétation.
Donc, pour cette interprétation-là, il va nous falloir la force et la tendance, la force et le sens plutôt de notre corrélation linéaire. Dans ce cas-ci, le sens, il est très facile à trouver. R est positif, donc on va avoir une corrélation positive. Par contre, la force, un petit peu moins. Donc, on va réutiliser notre charte qu'on avait tout à l'heure, et là, on va regarder où est-ce qu'on se situe avec un R de 0,81. 0,81, ça se trouve à peu près ici. Donc, comme on est dans cette zone-ci, on n'est pas encore à la perfection, mais on est supérieur à la moyenne. Donc, on pourrait dire qu'on a une corrélation linéaire, une force qui est assez forte ici. Là, on a une corrélation qui est forte et positive pour notre coefficient ici, R de 0,8136. Donc, notre interprétation, ça ressemblerait à quelque chose comme ceci. La relation linéaire unissant la masse salariale du Toronto FC et le temps est forte et positive. Forte parce qu'on se trouve à 0,81 environ, positive parce qu'on est dans le positif pour le R, et ça nous indique tout ce qu'il nous faut pour savoir quel est le type de relation linéaire qui existe entre la masse salariale du Toronto FC et le temps. Ceci étant dit, ça fait le tour du calcul et de l'interprétation de notre coefficient R. Donc, il nous reste encore à aller voir la prédiction statistique, la prédiction linéaire, là, donc aller faire notamment la droite de régression, puis essayer de prédire qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir pour notre situation statistique, pour notre variable masse salariale de Toronto FC. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo avec le calcul et la régression linéaire.